Bonjour et bienvenue dans cet atelier de création de votre boîte à outils. La boîte à outils complète d'un chercheur d'emploi se compose de 4 éléments. Le curriculum vitae, la lettre de motivation, la présentation rapide et les anecdotes qui vous rendent passionnant. L'élément de base d'une boîte à outils est bien entendu le curriculum vitae. Son importance est telle que j'ai décidé d'y consacrer une vidéo spécifique. Je vous recommande de vous y reporter avant de poursuivre les travaux de la présente vidéo. Une première version de votre CV est en effet absolument indispensable pour construire les autres outils dont vous allez avoir besoin. Bien, si vous êtes toujours avec moi, c'est que vous avez entre les mains un CV qui vous satisfait. Commençons par la lettre de motivation, puisque c'est elle qui accompagne votre CV lorsque vous l'envoyez à un nouveau contact ou que vous répondez à une annonce. Pour bien rédiger ce document, il faut tout d'abord comprendre que le terme de lettre de motivation n'est plus du tout d'actualité. Il est hérité de l'époque où les échanges se faisaient par courrier postal et où les employeurs faisaient une étude détaillée, papier, des réponses qu'ils recevaient. En particulier, l'analyse graphologique faisait partie des outils communément utilisés. L'arrivée des nouvelles technologies et les modifications qu'elles ont eues sur les us et coutumes ont totalement modifié le sens de ce document. Il convient désormais de parler de lettres de demande de rendez-vous, voire de lettres d'offre de service. Les employeurs, lorsqu'ils passent une annonce, reçoivent des dizaines, voire des centaines de réponses à leurs offres. Ils attendent donc de vous que vous alliez droit au but. Quelques règles d'or à respecter. Ne revenez pas sur les détails de votre CV. Si vous devez mentionner telle ou telle expérience de votre passé, ce doit uniquement être à l'appui de la compétence essentielle que vous essayez de mettre en avant dans votre lettre de motivation. Personnalisez votre courrier. Le copier-coller est à proscrire. Vous-même, vous savez le détecter naturellement dans les courriers que vous recevez et cela vous irrite. Sachez qu'il en va de même pour les gens qui reçoivent vos courriers. Chaque fois que vous avez l'information, adressez-vous à un individu en particulier par son nom et non pas à une fonction de façon générale. Enfin, accrochez l'attention dès les premiers mots par une information brève, précise et percutante. Vous ferez gagner un temps précieux de cette façon-là à votre recruteur, et qu'il ait besoin de vous ou non à ce moment précis, vous lui laisserez une impression positive dont il ne manquera pas de se souvenir lors d'un prochain contact. Le modèle classique en 3 paragraphes, vous, moi, nous, tel qu'il est décrit dans la plupart des sites internet ou des livres qui traitent de ce sujet, n'est acceptable que pour les débutants dont l'expérience est très brève et la compétence très généraliste. Il n'est plus du tout adapté à un cadre expérimenté ayant 10 ans d'expérience ou plus. Certains conseillers en recherche d'emploi continuent de recommander d'envoyer sa candidature par courrier postal. Dans certains cas particuliers, ça peut être une bonne idée. En effet, le courrier postal se faisant de plus en plus rare, cela peut être une occasion de se distinguer en utilisant un papier de qualité, un timbre de collection, etc. À vous d'estimer si un tel geste sera apprécié par la personne à qui vous vous adressez. Cependant, soyons réalistes. Dans la majorité des cas, votre candidature va partir par email. Le CV et la lettre de motivation ne seront que des pièces attachées. Format PDF, s'il vous plaît, afin de permettre à votre lecteur de les ouvrir, quelle que soit sa configuration informatique. Et là, je pose la question. Lorsque vous recevez un email d'un inconnu, combien de temps sépare ce mail de votre poubelle? Qu'est-ce qui fait que vous allez décider de le lire en entier et ensuite, éventuellement, d'ouvrir les pièces jointes? Vous connaissez parfaitement la réponse. Nous parlons en secondes, voire même en dixièmes de seconde. Quant à la motivation, elle se trouve dans l'objet et dans les quelques premiers mots que votre gestionnaire d'email vous permet de voir lorsque votre souris survole l'objet. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Faites en sorte que par le texte de l'objet lui-même, vous ne soyez plus pour la personne qui va vous lire un inconnu complet. Mentionnez la personne qui vous recommande.
Mentionnez les circonstances dans lesquelles vous avez croisé votre interlocuteur, que ce soit au cours d'une conférence ou dans le cadre d'une activité de votre job précédent. Si vous répondez à une annonce, faites figurer la référence administrative. Et si vous écrivez à un ancien de votre école, utilisez comme adresse email l'adresse fournie par votre association d'anciens. Ainsi, vous pourrez être à peu près certain que votre email sera ouvert. Il vous reste à rendre le corps du mail suffisamment attractif et percutant pour donner l'envie d'ouvrir les pièces jointes. Sur ce point, le travail que nous allons faire maintenant ensemble sur la présentation orale va vous aider. En effet, les principes sont exactement les mêmes. Passons maintenant à la présentation orale rapide. Selon les ouvrages, cette présentation prend divers noms. Les plus communs sont présentation 3 minutes et elevator speech. De quoi s'agit-il en fait? Eh bien, il s'agit tout simplement de votre capacité à présenter votre projet de façon claire, précise et attractive aux personnes que vous croisez dans la vie courante sans passer pour un raseur. Vous pourrez, grâce à cet outil, rendre beaucoup plus efficace votre participation aux conférences, colloques et autres rencontres. Vous ne passerez plus jamais à côté d'un contact potentiel. Concrètement, comment construire une telle présentation? En se basant sur le modèle 3 minutes, je vous propose une structure en 2 fois 1 minute 30. Dans la première partie, vous exprimez l'ensemble de votre message. Votre projet sera présenté dans la toute première phase et répété mot pour mot dans la dernière phrase. Entre les deux, vous présenterez les compétences, expériences et motivations qui soutiennent ce projet. La seconde partie sera utilisée pour présenter un des points saillants de votre expérience à l'aide d'une de ces anecdotes qui vous rendent passionnant et dont nous parlerons un petit peu plus loin. Vous choisirez cette anecdote sur la base de la question que votre interlocuteur vous aura posée à la fin de votre première minute 30 de présentation. Et s'il ne vous a pas posé de question, vous la choisirez en fonction de votre humeur du moment ou de la façon dont vous ressentez le personnage. Comment utiliser efficacement une présentation rapide? Vous devez connaître votre texte plus que par cœur. Les acteurs de théâtre disent « sur le fil de rasoir ». C'est seulement de cette façon que vous pourrez le dire avec conviction et motivation sans avoir l'air de le réciter. Attention, 1 minute 30, c'est très court pour dire ce qu'on a à dire, mais ça peut être horriblement long pour votre auditeur si vous êtes en milieu. Votre préparation doit être absolument parfaite. Ensuite, une fois cette première partie de présentation réalisée, vous devez laisser une respiration de 5 à 10 secondes pour laisser le temps à votre auditeur de vous poser une question ou d'avoir une réaction. C'est seulement après avoir laissé ce temps de réaction que vous pourrez embrayer sur l'anecdote que vous souhaiterez lui présenter. Enfin, comment savoir si votre présentation est réussie? C'est très simple. Si votre fils ou votre fille de 15 ans comprend ce que vous lui racontez et ne s'endort pas avant la fin de la minute 30, vous êtes presque prêt. Si à la fin de votre présentation, il vous pose une question pertinente qui vous permet de placer une de vos anecdotes, alors vous y êtes. Si vous n'avez pas d'enfant de cet âge-là, vous trouverez forcément dans votre entourage une relation, un collègue, un groupe de professionnels qui pourront jouer ce rôle de candide. Cependant, attention, évitez vos amis trop proches. Ils seront trop gentils avec vous et donc ne seront pas efficaces dans ce travail. Pour finir, les fameuses anecdotes passionnantes qui vous rendent passionnant, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'aime bien utiliser la terminologie anecdote sexy. En effet, l'objectif est de toucher le côté émotionnel, de faire passer une passion et de laisser un souvenir autre que purement rationnel. Vous allez les utiliser dans le cadre des présentations 3 minutes, mais vous allez également les utiliser dans le cadre des entretiens réseau et des entretiens d'embauche. C'est donc un des outils peut-être les plus importants des cadres. Une anecdote est tout simplement une petite histoire d'1 minute, 1 minute 30, qui va illustrer une compétence abstraite par une expérience concrète, vivante.
elle vous permet de sortir de la froideur d'une présentation rationnelle et d'entrer en contact plus personnel, plus émotionnel avec votre interlocuteur. Elle laissera une impression plus durable. Ainsi, quand vous reprendrez contact avec la personne ou que celui-ci balayera d'un œil distrait votre CV, votre nom et votre visage lui reviendront en mémoire beaucoup plus facilement et vous ne serez vraiment plus un simple inconnu. Elles aussi, vous devez les connaître sur le fil du rasoir, afin de pouvoir y faire appel au moment opportun, rapidement et simplement, et de pouvoir les dire plutôt que de les réciter. L'impact d'une anecdote récitée est nul, je dirais même contre-productif. En effet, l'effet récitation tue totalement l'effet émotionnel recherché. Voilà, vous avez un CV pertinent et en phase avec votre projet, une lettre de demande de rendez-vous et une présentation rapide percutante. Vous avez une petite panoplie d'anecdotes passionnantes à votre disposition. Votre boîte à outils est complète et prête à servir. Vous allez voir à quel point une boîte à outils de qualité peut doper l'efficacité de vos démarches.